Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette session live. Nous sommes partis pour 60 minutes. 60 minutes où il sera question de la 6e édition du baromètre des KPIs par EasyWare en partenariat avec la marque, l'association pour le management de la réclamation client et l'université Paris-Dauphine. Pour décortiquer, pour décrypter les dernières tendances à l'œuvre en termes de KPIs, nous accueillons 4 invités, 3 en présentiel et une personne à distance. À ma droite, tout d'abord, Catherine Veillet-Michelet, directrice de l'expérience client et innovation chez Bayard. Bonsoir Geoffroy. Bonjour Catherine. Bonjour, oui. À vos côtés, Marie-Louise Julien, déléguée générale donc de la marque, l'association pour le management de la réclamation client. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Geoffroy. Et à ma gauche, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Raphaël Béguinel, directrice marketing et communication chez EasyWare. Bonjour Raphaël. Bonjour Geoffroy. Alors, et pour terminer ce petit tour de table, à distance, nous échangerons avec Pierre Vol, professeur à l'université de Paris-Dauphine. Bonjour Pierre. Alors, avant de commencer cet échange riche, n'oubliez pas de poser vos questions. Il y aura également un petit sondage. On va essayer de rendre les choses un peu interactives. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de chat. Les questions seront modérées et on prendra le temps à la fin de la session d'y répondre à chacune de vos questions. Pour commencer cet échange, on va d'abord contextualiser cette étude. Est-ce que, Raphaël, vous pouvez nous expliquer un peu l'intention qui se cache derrière cette étude et l'historique? Oui, bien sûr. Pour faire un peu d'histoire, le baromètre des KPIs a été lancé en 2016. Donc, c'est déjà la 6e édition que l'on fait pour cette étude. On a le plaisir d'ailleurs de collaborer depuis 4 ans avec la marque sur cette étude et depuis 2 ans avec l'université Paris-Dauphine. Au départ, c'était une étude qui était très tournée sur l'informatif. Présenter des KPIs, ce qui était déjà beaucoup finalement, pour permettre aux entreprises de se situer, mais c'était finalement aux entreprises d'aller vraiment interpréter en profondeur les chiffres qu'on présentait. Et il y a 3 ans, on a souhaité aller encore plus loin et donner des clés de lecture et des recommandations, d'où les 3 niveaux de maturité qu'on a élaborés à ce moment-là. Et l'étude a pris de plus en plus d'ampleur avec des évolutions récentes, l'ajout d'une note d'orientation client, une analyse sectorielle plus poussée et évidemment cette année une analyse de l'impact Covid en gestion de la relation client parce qu'évidemment c'était un thème qu'on ne pouvait pas ignorer. Donc une grosse brique conseil en plus des chiffres. C'est ça, et finalement avoir des recommandations pour toujours aller au-delà des chiffres et que l'étude puisse être un outil opérationnel et de décision pour les services clients. Très bien. Marie-Louise, je me tourne vers vous. Quel est l'apport justement, vous, de cette étude, ce baromètre des KPIs pour la marque? Alors, je reprendrai une nouvelle fois cette phrase de Churchill qui est « Je ne crois que dans les chiffres que j'ai falsifiés moi-même ». Donc, participer à cette étude, c'était un moyen de falsifier nous-mêmes ces chiffres. Alors, blague à part, évidemment, participer à cette édition, c'est finalement l'opportunité de voir, comme le disait Raphaël, les évolutions de la profession, de pouvoir aussi intégrer régulièrement des questions concernant des KPI, concernant des pratiques que peuvent se poser la profession, et donc un moyen de faire évoluer avec EasyWare comme avec Dauphine justement ce baromètre pour pouvoir répondre finalement aux besoins des acteurs de la relation client, car c'est bien l'objectif de cette étude. Justement, Pierre, donc à distance, vous êtes professeur à l'université de Paris-Dauphine. Quelle a été un peu votre contribution justement sur la méthodologie de l'étude? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe dans les coulisses de ce baromètre? Alors, les résultats que nous partageons avec vous aujourd'hui sont issus d'une enquête administrée en ligne entre le 15 décembre 2020 et le 15 mars 2021. Nous avons eu plus de 200 répondants pour cette 6e édition du baromètre des KPI de la relation client. 60% des répondants sont des professionnels de la relation client et 60% occupent des fonctions de direction générale, direction marketing, direction commerciale. Nous avons été en mesure cette année de réaliser des analyses spécifiques pour 4 secteurs: distribution et grande consommation, services aux entreprises, banque et assurance, et puis industrie, énergie et télécom. Raphaël, je me retourne vers vous. Quels sont les grands faits saillants qui ressortent, les tendances de ce baromètre 2021? Alors, l'idée, on s'est réparti avec Pierre le fait de finalement mettre en avant 6 grandes tendances. Bien sûr, l'étude est très riche, mais pour la rendre plus digeste, on va en citer 6. La première, c'est déjà que l'omnicanalité reste une ambition, un défi à relever pour la plupart des entreprises aujourd'hui.
On parle beaucoup de relations clients sans couture personnalisées et finalement, pas tant de marques que cela y arrivent vraiment dans les faits, encore en 2021. Par exemple, on est encore à 1/3 des entreprises répondantes qui essentiellement ne proposent qu'un seul canal de communication. Et il y en a 2/3 qui s'inscrivent finalement dans une relation client qui est essentiellement multicanal et qui contient encore des silos qui sont assez résistants, on va dire. Le deuxième élément, et ça peut paraître surprenant, c'est que la maturité en relation client ne dépend pas de la taille. La taille, que ce soit par l'effectif, le chiffre d'affaires ou le nombre de conseillers dans les équipes. Donc, tout simplement, la maturité en relation client est à la portée de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Et pour donner un exemple, les plus petites entreprises que vous avez sondées, c'était en termes d'effectifs, c'était c'est des entreprises qui 10, peuvent avoir 15. 3 personnes au service client. D'accord. On a eu des entreprises répondantes qui avaient 2-3 personnes au service client, comme des entreprises répondantes qui en avaient plusieurs centaines. Donc, on est vraiment sur une échelle très importante. Donc, l'omnicanalité qui reste un chantier. C'est ça. Un sujet de relation expérience client qui est le sujet de toutes les entreprises. C'est ça. Et la maturité à la portée de tous. Et la partie externalisation de la relation client, on a remarqué au travers de l'étude et des réponses des entreprises répondantes que les entreprises les plus matures externalisent toute ou partie de leur relation client. Donc, on se rend compte qu'en fait, s'appuyer sur des partenaires externes pour la gestion de sa relation client est l'une des clés de la maturité en relation client. D'accord. Donc, 3 choses à retenir. Omnicanalité, maturité, peu importe la taille. C'est ça, et externalisation. Et externalisation. Pierre, vous voulez peut-être compléter aussi les autres pistes justement de réflexion sur ces baromètres? Alors, la quatrième tendance observée dans cette étude, c'est qu'en raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont engagé des ressources additionnelles, par exemple des conseillers, et proposé des canaux supplémentaires pour traiter avec diligence des demandes en hausse. En revanche, le baromètre montre que la réponse des entreprises face à la crise n'est pas directement liée ni au secteur, ni au niveau de maturité. En gros, comprendre pourquoi certaines entreprises ont réagi plus fortement que d'autres au Covid reste encore un mystère. La cinquième tendance, c'est que les entreprises les plus matures ont un taux de service qui est nettement supérieur aux autres, mais cette différence est faiblement significative en termes de NPS, un KPI qui est d'ailleurs utilisé par 70% des entreprises. Donc, nous encourageons les entreprises à modéliser le lien entre les investissements et la performance de façon à mieux démontrer le ROI de la relation client. Et puis, dernière tendance, les entreprises qui valorisent la collaboration entre les équipes pilotent de façon plus étroite leurs conseillers, les demandes traitées, l'analyse des verbatims, etc. En gros, les entreprises les plus matures se penchent autant sur leurs collaborateurs que sur leurs clients, ce qui montre que la culture client va de pair avec la performance. Merci Pierre. Catherine, je vais vous embêter. Vous réagissez comment par rapport à ces grands faits de l'étude? C'est des choses que vous avez vécues, dans lesquelles vous vous retrouvez? Oui, tout à fait. On voit bien ça. On voit bien que l'attention aux conseillers a vraiment été essentielle pour pouvoir continuer, surtout dans le temps de l'urgence dont parle Louis-Marie dans l'étude, parce qu'il a fallu réagir très vite. Et donc les conseillers étaient les premiers. Il fallait qu'ils soient là, il fallait qu'ils soient équipés, il fallait qu'ils soient chez eux. Et donc là, on a eu 3 semaines vraiment très importantes pour assurer la continuité d'activité. Oui, parce que je me permets, Catherine, oui. Finalement, c'est le propos introductif de Marie-Louis qui est très intéressant sur le fait de découper en fait un peu l'année qu'on vient de vivre en 4 temps. Tout à fait, ouais. Il me semble que c'est d'abord le temps de l'urgence. Du coup, là-dessus, la grille de lecture qui est très personnelle, mais qui se fonde sur l'étude d'EasyWare, c'est effectivement ce que disait Catherine. C'est dans un premier temps, on a l'impression qu'il y a vraiment le temps de l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un confinement, si on se reprolonge, ou plutôt on se reprojette il y a 18 mois, voilà, on nous annonce qu'on va devoir finalement être tous en télétravail. On se rappelle tous que dans nos boîtes, évidemment, le télétravail était impossible techniquement, managérialement, etc. Donc, voilà, nos entreprises ont été un peu abasourdies par cette injonction d'être en télétravail, donc temps de l'urgence.
Puis on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas eu trop de morts, en tout cas dans la bascule. Pardon, trop de morts, si je prends une métaphore militaire, qui est celle que je vais employer. Et puis derrière, il y a un temps que moi je qualifierais plutôt le temps de l'indulgence. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ensemble, nos collaborateurs comme nos clients, finalement, ont été assez bienveillants à l'égard de nos marques et de nos organisations. À l'égard de nos marques, puisque pour beaucoup d'entre nous, plein d'anecdotes nous ont été remontées de clients qui appelaient les services clients et qui remerciaient les collaborateurs des services clients d'être à leur écoute, d'être à leur disposition, demandant même certaines fois des nouvelles des enfants qu'on pouvait entendre piailler en arrière-cours, savoir comment se passaient les cours. Bref, un temps d'indulgence qui était prêté aux clients à l'égard de nos marques. Également, j'ai envie de dire, des collaborateurs à l'égard de nos entreprises, puisque il faut dire ce qui est. Moi, quand on a mis nos collaborateurs en télétravail, c'était pas du télétravail, c'est-à-dire qu'on leur demandait de bosser chez eux dans des conditions qui étaient certaines fois pour le moins rock'n'roll. Pour revenir aussi, je pense qu'on a pris vachement de recul, mais psychologiquement, les premiers mois et les premières semaines de confinement étaient quand même assez intenses. La maladie tournait. On ne va pas revenir sur les chaînes d'infos en permanence, mais il y avait quand même une période très anxiogène. Donc l'urgence, derrière effectivement le temps de l'indulgence, et puis cette indulgence, elle a commencé à se faner, comme ça a été le cas à l'égard du corps médical. Moi, les applaudissements sont devenus de plus en plus légers et ont disparu. Nos services clients ont commencé à entendre de l'impatience de la part des clients qui disaient finalement, il y a business usual, maintenant il y a Covid usual, donc moi j'ai besoin de vous et vous avez déjà eu 5-6 mois déjà pour vous préparer. Donc cette impatience, c'est des attentes fortes qui revenaient, et j'ai envie de dire légitimement. Et puis aussi les attentes des collaborateurs, puisque eux étaient en télétravail depuis maintenant plus de 6 mois et ils n'avaient pas forcément non plus l'impression que les conditions de travail aient beaucoup évolué. Donc je pense qu'une exigence et une impatience qui est montée probablement de manière assez régulière et assez intense. Et puis là, je pense que depuis quelques mois maintenant, il nous faut travailler le temps de ce que je vais appeler le temps de l'espérance, et qui est comment nous, marques, on doit également accompagner, moi je dirais surtout nos collaborateurs. En tout cas, ça c'est une intuition, c'est que si on reprend la littérature, en tout cas l'analogie militaire, clairement, il n'y a pas de bataille qui puisse être gagnée sans soldats. Et donc en gros, c'est comment nos marques vont être capables de pouvoir soutenir, parce que je pense que c'est vraiment le mot, de soutenir à la fois les collaborateurs, mais aussi les managers qui, je pense, ont été vraiment peut-être les grands oubliés dans un grand nombre d'entreprises. Et donc, ce temps de l'espérance, c'est, je pense, vraiment d'être à l'écoute réelle des collaborateurs, des managers, et de mettre en place des comportements qui soient peut-être plus exemplaires également. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, urgence, indulgence, impatience, et puis l'espérance, ça ne tient qu'à nous d'y croire. D'accord. Ce quadriptyque évoqué par Marie-Louise, c'est quelque chose dans lequel vous retrouvez? Oui, c'est exactement ça. Et on peut même le mettre en lien de certains KPI de l'étude. Typiquement, ce temps de l'urgence, pour moi, c'est le 78% de généralisation du télétravail. Alors, pourquoi pas 100%? Enfin, en tout cas, chez nous, on a encore un canal courrier important. Et dans le canal courrier, il y a les chèques. Donc, non, mais c'était vraiment aussi la survie de l'entreprise. C'est le nerf de la guerre. Donc, il fallait absolument qu'on ait des personnes qui puissent ouvrir, remettre les chèques en banque et puis scanner. Donc, voilà. Ensuite, toutes les autres personnes se sont retrouvées chez elles. Évidemment, on n'avait jamais pensé que le télétravail soit adapté à des téléconseillers, que ce soit pour le mail ou le téléphone. Le mail, on a pu continuer tout de suite. Le téléphone, suivant les prestataires, le système était dans le cloud ou pas, il a fallu se prendre en charge. Mais en 3 semaines, tout était au carré, tout fonctionnait, et ça a vraiment été vraiment une bataille, et vraiment on était centré sur l'essentiel. Voilà, on était vraiment centré sur l'essentiel. Ensuite, dans cette indulgence, là, moi, je le rapproche des 44% d'entreprises qui ont vu une augmentation des demandes. Et l'augmentation des demandes, ah oui, nous on l'a vu. Oui, nous on l'a bien vu. On est toujours dans une augmentation des demandes maintenant, surtout sur le public de la jeunesse, des parents, et avec un petit transfert vers le mail. C'est-à-dire que les volumes sont restés très forts. Le mail a pris une grosse place, enfin une plus grosse place, puisqu'il est quand même minoritaire chez nous par rapport au téléphone. Mais il a gardé une présence. Alors cette indulgence, c'était pas une indulgence totale, c'est-à-dire que c'était une indulgence sur la joignabilité, je dirais. C'était une bienveillance, c'était une gentillesse, une empathie dans les propos, mais c'était quand même une exigence sur le traitement de la réponse. Et voilà. Donc, il y a eu en même temps une indulgence, je dirais que c'est une indulgence croisée de la part des conseillers pour soutenir un peu les clients qui appelaient et qui avaient besoin de réussir
à accéder au numérique pour avoir les contenus de leur quotidien qu'ils ne recevaient pas parce que la poste fonctionnait pas forcément tous les jours. Et donc, il y a eu un accompagnement numérique qui a aussi allongé les DMT. Donc ça a pu durer. Donc, il y a eu un ajustement finalement du pilotage un peu du service client de ce point de vue-là, où la DMT n'était plus si importante. Alors, ou étendue. chez nous, elle n'est pas forcément si importante, mais en fait, on a pu constater vraiment que l'accompagnement numérique est monté, je crois, en deuxième ou troisième motif de contact, ce qui n'était pas le cas d'habitude, bien sûr, surtout sur les publics plus seniors, qui, comment dire, avaient été non pas motivés, mais contraints à faire du click and collect dans des drives pour pouvoir manger, et donc était prêt à aller sur un écran pour faire un formulaire de contact ou pour et réussir à nous contacter. Et ensuite, on a vu effectivement ce temps de l'impatience parce que la qualité de service n'était pas forcément bonne, parce que la DMT était plus longue et il y avait plus d'appels. C'était à la rentrée 2020 là qu'on a senti ce basculement. En plus, c'est le moment où il y a eu plus d'absence du cause Covid sur les plateaux, parce que les enfants étaient en classe, parce qu'il y avait des cas contacts. Rappelez-vous, c'est il y a longtemps maintenant, mais alors que bon, en mars-avril, tout le monde était chez soi. Les gens étaient, je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques malades, mais ensuite, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a eu plus de malades. Et pour les clients, ils avaient un peu oublié. Donc, ils attendaient vraiment ce contact. Donc, on a vraiment su cette impatience. Et du coup, nous, là, on a décidé de lancer du self-care, des FAQ dynamiques, pour pouvoir un peu désengorger le service client et laisser le téléphone pour l'humain, parce qu'il y a des gens qui avaient vraiment besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, j'ai besoin en termes techniques ou psychologiques, et de pouvoir déporter sur du self-care et sur le numérique une partie des contacts. Voilà. Et ensuite, il y a eu ce temps de l'incertitude qui passe à l'espérance, où nous, en fait, on a là, je me rapproche des 31%. Donc, alors, il y avait 31% qui ont développé le self-care, donc ça, c'est comme nous. Et ensuite, il y a 20% qui ont réorganisé le service client. Nous aussi, on a réorganisé, et on a réorganisé pour que tout le monde ait en charge des améliorations de fonctionnement. C'est-à-dire que les projets, l'amélioration, le fait de vraiment servir mieux le client, donner des informations, ça, c'était l'affaire de tout le monde. Mais N-1, mais N-2, mais N-3, tout le monde, et aussi chez les prestataires. C'est vraiment une mise en marche, en fait, une mise en dynamique des projets pour tout le monde. Voilà. Et puis ensuite, on a eu ce temps d'espérance, c'est-à-dire que nourris par l'expérience du télétravail, on s'est dit qu'il fallait vraiment que les conseillers qui étaient aussi encore actuellement en télétravail chez eux aient des outils pour pouvoir mieux répondre aux clients, puisqu'ils ne peuvent plus faire ça pour regarder leurs collègues ou ça pour regarder le superviseur, et donc avoir un assistant augmenté, avoir en gros comme toute une base de connaissances avec moteur de recherche, c'était vraiment important pour pouvoir libérer du temps pour l'humain. Et donc là, c'est ce qu'on a signé en mai, donc un projet là-dessus qui est différent de celui qu'on avait imaginé avant pour l'assistant augmenté, avant pour le Covid, avant le Covid. Là, on s'est effectivement tourné vers le conseiller. Donc, c'est faire de la période une opportunité. Ça a permis d'enrichir la réflexion sur les besoins du service client. Oui, mais aussi parce que les besoins de nos clients ont changé. C'est-à-dire qu'ils étaient plus prêts à avoir du self-care, pour lequel on était très prudent avant. Mais là, on a senti qu'il y avait ce besoin-là, ou alors du besoin de contact, parce que c'est vrai, comme je disais, au mois de juin, on a un peu l'impression parfois d'être SOS Amitié, mais c'est aussi nécessaire. Voilà. N'empêche qu'il fallait tenir ça et réussir à bien piloter. Et on a du coup développé des suivis beaucoup plus fins des contacts clients aussi, et de la satisfaction client après contact. Et pour rebondir sur les propos de Marie-Louise Julien sur le côté managérial, sur le temps de l'espérance, ça va être quoi votre position, vous, chez Bayard, sur ce sujet-là? Le temps de l'espérance, là, nous, on est à la fois dans... Enfin, je ne veux pas dire que je suis en croisade, mais c'est un petit peu ça. Je parle de symétrie des attentions client-conseiller, donc pour pousser effectivement le self-care, pour justifier ça. Et surtout, on fournit énormément d'informations maintenant à tout le monde dans la maison, pour tous les titres, aussi bien les rédactions, les commerciaux, le marketing, sur ce que nous disent les clients, sur ce qui ressort, sur les verbatims, mais surtout, comment est-ce que ces verbatims et ces remarques constituent le NPS
quels sont les leviers pour le faire bouger ou les leviers qui le font baisser. Et typiquement, le temps pour nous joindre, on s'est rendu compte que ce n'était pas un critère chez nous. Pas tellement. Je veux dire qu'on soit à 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes 30, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on traite la demande jusqu'au bout. C'est pas très nouveau. Et les gens sont très sympathiques chez nous, ça nous remonte, on le sait, on essaie de le conserver, mais on n'a pas à y travailler davantage. C'est acquis. Là, ça permet vraiment de pouvoir piloter à rêne courte. C'est important. Mais on le fait beaucoup plus après cette crise sanitaire. Bien, merci Catherine. Alors, pour préparer ce baromètre des KPI, sa restitution, on a également eu le privilège de recueillir le témoignage de Faustine Liard, chargée de relations consommateurs chez Sodebo, qu'on vous diffuse tout de suite une petite vidéo d'1 minute 30. Donc chez Sodebo, cette année de crise sanitaire, elle n'a pas eu d'impact sur le pilotage du pôle relations consommateurs. D'un point de vue professionnel, en fait, on a vraiment eu le sentiment que l'activité avait déjà repris à plein régime depuis la sortie du premier confinement, donc en mai 2020. Cependant, il est vrai que notre équipe a été amenée à évoluer en ce début d'année, mais pour des raisons autres que la crise sanitaire actuelle. Le nombre de demandes entrantes, en fait, depuis ces quelques mois, a énormément évolué et cela est lié au retrait des ustensiles en plastique dans nos produits, ce qui a généré un fort mécontentement chez nos consommateurs et donc une hausse de l'activité. En plus de ça, de nouvelles missions sont venues compléter notre activité et c'est pour cette raison qu'une nouvelle chargée de relations consommateurs est venue compléter les effectifs en mars dernier. Donc, on est passé de 3 chargés de relations consommateurs à 4. Donc, c'était le témoignage de Faustine Liard de Sodebo. Autre aspect aussi, Raphaël, très important du baromètre, l'effet Covid qu'on a déjà dont on a déjà un peu parlé, mais surtout il y a aussi la gestion de l'ouverture de nouveaux canaux. Bien sûr. Lié ou non à la crise d'ailleurs. Donc on va lancer tout de suite un petit sondage pour savoir ce que vous avez fait durant cette période si particulière à vos clics, à vos souris. Alors, avez-vous ouvert des nouveaux canaux durant cette année? 3 réponses possibles. Oui, du fait de la crise. Oui, sans rapport avec la crise. Ou tout simplement non. On vous laisse une grosse vingtaine de secondes pour y répondre. Et puis ensuite, on réagira à chaud sur ces chiffres. Alors, concernant les résultats, alors vous êtes à 19% de dire oui du fait de la crise, 19% également à dire oui sans rapport avec la crise et 63% à dire non. Votre réaction, Raphaël, sur ces chiffres? C'est très intéressant parce que l'écart est important finalement avec les entreprises répondantes, avec les réponses des entreprises répondantes pour le baromètre, où pour le coup, elles sont seulement 10% à avoir déclaré avoir ouvert un nouveau canal chaud digital type chat durant l'année écoulée. 10% et finalement ça me fait penser à un échange qu'on a eu avec Catherine plus tôt dans la semaine en préparant l'intervention. C'était de se dire que finalement pendant la période pour beaucoup d'entreprises ouvrir un nouveau canal c'était plus une prise de risque qu'autre chose et que la priorité c'était avant tout d'assurer l'existant, d'assurer la gestion sur les canaux déjà en place, ce qui était déjà énorme vu tout le contexte chez Bayard et de nombreuses autres entreprises qui avaient lieu. Télétravail, manque de ressources, personnes malades, etc. Donc finalement, les entreprises qui l'ont fait et félicitations à elles, tant mieux si elles ont pu le faire. C'est probablement un besoin à l'époque. Pour beaucoup, ça a été une prise de risque. Donc on peut comprendre ce 10% dans l'étude. On peut aussi comprendre finalement les réponses dans le sondage, en particulier les 19%. Qui n'étaient pas forcément en rapport avec la crise. Et c'est finalement ce que dit Faustine dans son témoignage. Et c'est là où le témoignage de Sodebo est intéressant parce qu'ils font partie de ces entreprises qui n'ont pas été tant que ça impactées par la crise Covid. Et le fait que l'équipe ait un peu bougé dans son organisation ou le fait qu'ils aient eu une hausse de demande n'était pas tant que ça lié au Covid. La hausse des demandes, typiquement, c'était parce qu'ils ont remplacé les couverts en plastique dans les produits qu'ils vendent. Et c'était en début d'année 2020, donc
Corrélation, mais pas causalité, en fait, finalement. Bien. Pierre, vous voulez réagir sur ces quelques chiffres? Alors, on constate que notre audience est clairement plus réactive que les répondants au baromètre. De fait, la fermeture ou l'ouverture de canaux est parfois subie, parfois choisie, réalisée de façon, disons, stratégique. Et en vérité, le baromètre ne distingue pas encore clairement l'intention derrière ces choix, ce qu'on pourrait appeler le why de l'expérience client. Et c'est clairement une piste à creuser davantage pour la prochaine édition. Alors, concernant les entreprises dites basiques, elles se caractérisent par l'ouverture de peu de canaux. Elles mesurent mal la performance sur ces canaux et atteignent des performances faibles, par exemple une DMT supérieure à 10 minutes. Mais en vérité, un certain nombre de ces choix, notamment sur l'ouverture de canaux, sont faits pour des questions de maîtrise et de performance. Donc là, on a une distinction importante à faire entre les entreprises basiques, on va dire par choix stratégique, et puis les entreprises basiques par manque de maturité. Merci Pierre. Marie-Louis, un petit mot sur ces... Sur l'ouverture des canaux sur 2020, j'aurais tendance à rejoindre ce qu'évoquait Raphaël il y a quelques instants. C'est-à-dire que si on se remet dans le contexte, la question était certaines fois moins de savoir comment va-t-on pouvoir faire même face au flux de clients que de pouvoir réorganiser rapidement ces équipes. Donc la priorité était peut-être pas là à ce moment-là. Après, les questions que ça peut poser, c'est notamment par rapport aux bots, où beaucoup d'entreprises qui avaient confié à des bots finalement leurs relations clients se retrouvaient un peu aussi prises dans un jeu dont elles ont eu du mal à sortir parce que le bot a besoin d'être entraîné, on a besoin d'identifier des scénarios. Et quand le Covid est arrivé, il y a énormément de situations qui étaient données à vivre aux clients. Les clients ont posé des questions à des bots qui étaient dans l'incapacité de répondre. Donc, voilà, tout ce qui est imprévu suscite un lot d'événements qui peuvent l'être tout autant. Voilà. D'accord. Et puis on a parlé du self-care, mais personnellement, j'ai tendance à considérer le self-care comme un canal à part entière, en tout cas en relation client, et ça se confirme ça confirme a priori ce que Catherine disait sur l'importance du self-care et qu'en début de crise, il a même été priorisé par rapport à l'assistant augmenté parce que c'était là où ça allait plus aider finalement les clients, en tout cas les clients de Bayard. Oui, parce qu'en fait, on avait déjà réfléchi au chat avant, en Canal Show, et on avait hésité, donc c'était quelque chose d'étudier en se disant ça nous demande en gros la même consommation de temps de RH temps réel que le téléphone, avec en plus l'obligation d'avoir la même orthographe que le mail. Donc c'était un petit peu une double contrainte. Là, on s'était retrouvé avec un problème de moyens, puisqu'on n'avait pas forcément assez de personnes au téléphone, assez de personnes en temps réel. Donc, on n'allait pas prendre le risque de les détourner sur du chat et de mettre en place autre chose, parce que le problème, c'était les moyens humains. Donc, c'est pour ça qu'on est tout de suite allé sur le self-care, qui permettait de répondre aux personnes et de dégager, comme je le disais tout à l'heure, de laisser des gens au téléphone pour ceux qui avaient vraiment besoin de contact, puisque je ne considère pas que le chat soit vraiment un contact de la même qualité. Donc ça a été ça un peu notre point. Sinon, ce que me fait penser, comme me fait penser la différence de résultats du sondage, c'est aussi qu'on est 3-4 mois plus tard que dans la période, et que depuis, je vois bien chez nous, il y a des tas de projets qui sont en cours. On a réétudié la visio, on a regardé des choses comme ça. On est dans une phase où je pense qu'il y a des outils qui ont été mis en place plus récemment que pendant l'étude. Et nous, c'est vrai que je pense que j'avais répondu non, mais qu'on a mis en place le self-care. Oui. Voilà. Donc. Oui, mais c'est vrai. Il faut rappeler que les répondants finalement ont rempli le questionnaire en ligne entre décembre 2020 et avril 2021. Donc ça remonte déjà un tout petit peu. Et pour les entreprises qui ont répondu en décembre, ça y est, elles ont déjà eu 6 mois pour mettre en place des canaux. Oui, la vie continue vraiment. Et heureusement. Donc, dans ce baromètre, il y a 3 grandes familles d'entreprises dans une typologie. Il y a les classiques, les basiques, les classiques et ensuite les polyvalents. Finalement, quand on voit que par exemple 63% des répondants en direct nous disent on n'a pas ouvert de nouveaux canaux, est-ce finalement c'est une mauvaise chose selon vous d'avoir moins de canaux? Marie-Louis, par exemple,
Votre avis sur le sujet? Je pense que le but du jeu, je pense, c'est pas d'avoir un maximum de canaux ouverts. Je pense que c'est pas le nombre qui compte. C'est vraiment, je pense, de proposer les bons canaux aux bonnes personnes et en fonction du secteur dans lequel on sévit, en fonction de la typologie de ses clients, je pense qu'ils sont en droit, ou en tout cas, ils ont peut-être un usage qui va différer. Il y a des populations qui seront peut-être dans certaines marques plus à même d'échanger avec du téléphone. D'autres seront peut-être plus sur d'autres trucs assez classiques comme du mail ou voire même du courrier. Je pense que c'est pas une course à l'armement que d'ouvrir tous les canaux. Moi, voilà, si j'avais pu prendre le cas de mon grand-père, je pense que si vous lui proposez un bot ou des réseaux du TikTok, ça ne le bottera pas du tout. Par contre, proposer à ma petite cousine d'échanger sur TikTok, forcément, ça résonnera différemment. Donc, je pense qu'en fonction du secteur, en fonction de la maturité et des clients, ça peut jouer. Oui, il y a deux choses, je pense. Déjà, de s'interroger sur ce qu'on entend par mauvaise chose, mauvais pour l'entreprise, pour les équipes ou pour les clients eux-mêmes. Donc déjà, d'aller challenger cette notion parce que par définition, elle va être subjective et dépendre du contexte de l'entreprise. Et après, Pierre en a un peu parlé sur le sujet de l'intention qui serait vraiment un axe à creuser en fait encore plus pour l'étude et où c'est compliqué d'aller vraiment comprendre les intentions des entreprises répondantes. Donc, on émet des hypothèses. Et pour les classiques, on est vraiment dans ce cas-là, dans le sens où, pour certaines, Pierre en a un peu parlé, c'est entre guillemets, un manque de maturité ou une maturité moyenne à développer qui est subie. Et pour d'autres, c'est une vraie stratégie d'entreprise, une stratégie de relation client qui est assumée et il faut la comprendre comme telle. Marie-Louis l'évoquait, c'est assumer le fait de proposer moins de canaux que d'autres entreprises, mais de vraiment bien les piloter, d'obtenir de bonnes performances et d'assurer une relation client qui est satisfaisante pour l'audience en fait à laquelle on fait face. Et d'ailleurs, dans les chiffres, on le retrouve, ils ont par exemple un très bon taux de qualité de service au téléphone qui n'ont absolument pas à rougir, ils sont à plus de 90%. Très bien. On a beaucoup parlé donc là des entreprises, on va dire, classiques. Qu'en est-il finalement des basiques et puis des polyvalents? Alors oui, parce que on a voulu changer un peu l'ordre. Donc le niveau de maturité est vraiment basique, classique, polyvalent. Pour revenir aux basiques qui sont finalement les moins mûrs, si je peux dire deux mots avant Pierre, c'est finalement d'essayer de comprendre où en sont les entreprises les moins avancées en 2021 et si au fil des années, même ce groupe moins mûr arrive tout de même à progresser. Et est-ce que les basiques de maintenant sont les classiques dans 2 ou 3 ans, les classiques de demain? Et de comparer, est-ce que les classiques de 2021 étaient les basiques de 2017 ou 2018. Et ça, c'est vraiment un axe intéressant à creuser que l'on peut connaître seulement en ayant des échanges en direct, qualitatifs avec les marques. Très bien. Pierre, vous voulez ajouter un mot justement sur ces deux grandes familles d'entreprises? Alors, pour rappel, la maturité est mesurée à partir de 18 variables qui sont en fait regroupées en 3 ensembles. Le premier ensemble, ce sont les canaux ouverts. Le deuxième ensemble, c'est la mesure de performance sur ces canaux, est-ce qu'elles mesurent ou pas. Et puis, le troisième ensemble de variables, ce sont les performances elles-mêmes, est-ce qu'elles sont faibles ou fortes. Et donc, on se constate que les basiques sont présents sur les canaux traditionnels, notamment le téléphone et l'email, mais qui ne placent pas la relation client au cœur de leur stratégie. Ils ont une marge de progression certaine pour s'améliorer. Alors, on leur recommande en fait dans ce baromètre d'améliorer leur DMT et de compléter le NPS qui est très utilisé chez les basiques par d'autres indicateurs comme le CES ou la CSAT qui est utilisé seulement par 30% d'entre eux. On peut aussi leur conseiller de déployer donc d'autres canaux. Plus de 50% sont aujourd'hui monocanal, et en particulier les réseaux sociaux qui sont utilisés par seulement 30% d'entre eux. Et globalement, on peut recommander aux basiques de considérer cette crise actuelle comme une opportunité de challenger leur organisation client. Vous, Catherine, sur ce paysage des entreprises, vous avez l'impression de vous situer où? Alors,
On est, je dirais, on est dans le classique assumé si on regarde nos canaux. Effectivement, on a un très gros canal téléphone, un canal mail donc qui s'est qui s'est encore développé. On est dans des centaines de milliers, enfin des millions de contacts par an, donc enfin, il y a du volume. On a encore du courrier. On a encore du courrier, je veux dire postal, qui arrive avec une enveloppe, avec un timbre et qu'il faut ouvrir. Sur quel type de requête? Alors, on a bien sûr tout ce qui est abonnement, mais même sur des demandes de changement d'adresse, des demandes d'annulation, des demandes de services clients classiques, on en a encore au moins 30 000, ça baisse, mais oui, il y en a encore. Et puis, on a des réseaux sociaux, mais extrêmement peu sur la partie service client. Les réseaux sociaux sont utilisés par les rédactions, les revues pour échanger avec les lecteurs, mais quand le lecteur est client, il utilise peu les réseaux sociaux. Et en fait, on n'a pas vu une explosion de demandes pendant le Covid par les réseaux sociaux. Je pense que les gens se disaient qu'il fallait que le téléphone ou le mail, ça suffisait bien et qu'il y avait peut-être pas. Enfin, la presse, c'est pas une urgence comme l'électricité ou, je veux dire, si on reçoit pas son journal, on n'est pas à la minute. Voilà, on peut attendre 24 heures. Donc, on peut faire un mail ou téléphone. Donc ça, c'est pour les canaux. En revanche, on gère en omnicanal avec EasyWare, tous nos contacts. Donc, on a cette transversale-là. Et je dirais qu'on a une orientation client qui est vraiment en déploiement avec justement la sensibilisation, et même plus que ça, dans toute l'entreprise, à la réalité de nos clients, à l'importance de ce qu'ils nous disent, que ce soit sur les sujets RSE, on travaille beaucoup aussi là-dessus, ce qui nous remonte sur les emballages, les films plastiques, les primes, les pubs, voilà, donc toute une partie aussi RSE, toute une partie contenu. Et on a vraiment, on éduque pas simplement aux lecteurs, mais aux lecteurs clients, toute l'entreprise. Et ça, c'est clair que le Covid nous a aidés, puisque, ce que je disais tout à l'heure, l'opérationnalité de nos chèques au début du Covid a fait que les gens se sont quand même rendus compte que notre travail était important. Et ça nous a donné de la visibilité. On est sorti, on était un peu sous le radar avant, et on a pu passer au-dessus. Ce qui fait qu'il faut aussi qu'on travaille bien, correctement, parce qu'on nous regarde davantage. Enfin, on nous regarde. Avant, on ne nous regardait pas. Voilà. Mais le sujet de l'omnicanalité est intéressant. Enfin, j'en parlais en début d'émission. Là, clairement, l'omnicanal, il est assumé et géré et existant chez Bayard. Et pour les polyvalents, même pour les polyvalents, il y a quand même seulement la moitié environ des polyvalents du groupe des plus mûrs qui proposent de l'omnicanal sans couture et personnalisé. Donc, que ce soit chez les classiques ou chez les polyvalents, ça ne concerne clairement pas la majorité des entreprises, encore en 2021. Donc, c'est toujours, même si on fait partie des entreprises les plus mûres, c'est ne jamais se reposer sur ses acquis et essayer d'aller plus loin et d'aller travailler ces axes d'amélioration dans la durée. Parce qu'on pourra toujours aller proposer un service client, une relation client plus travaillée. Donc, on peut considérer ça ou comme quelque chose d'un peu décourageant ou au contraire comme une opportunité et de pouvoir travailler avec des partenaires extérieurs et avec ses équipes pour relever des défis, quoi, finalement. Très bien. Alors, l'autre notion aussi qui est très importante dans votre baromètre, c'est l'orientation client. Je vais me tourner vers Pierre digitalement. Pierre, donc au niveau orientation client, c'est une notion très importante. Comment ça fonctionne dans votre étude? L'orientation client est un concept important dans la recherche et en particulier dans notre baromètre. D'une certaine manière, ce score mesure l'importance du client dans la stratégie de l'entreprise. Et pour évaluer le degré d'orientation client des entreprises, les répondants doivent donner leur accord avec les 4 items suivants. 1. La satisfaction est le principal but de notre entreprise. 2. Notre avantage concurrentiel repose essentiellement sur une excellente compréhension de nos clients. 3. Nous savons comment créer de la valeur pour nos clients. Et 4. Nous avons conscience que la relation avec nos clients est un facteur de succès. Alors, l'édition 2020 avait permis d'introduire ce score dans le baromètre en complément de la maturité relationnelle des entreprises. Et cette année, nous démontrons une nouvelle fois que les entreprises les plus matures sont également celles qui ont le score d'orientation client le plus élevé. Autrement dit, voilà, la performance en termes de maturité et la culture en termes d'orientation client sont corrélées.
Très bien, merci Pierre. Marie, Louis, vous voulez peut-être ajouter un mot sur cette notion d'orientation client? Alors effectivement, l'année dernière, Dauphine est venu renforcer l'étude avec expertise de leurs statisticiens et Pierre en tête. Et le point qu'on a voulu éprouver, c'était de voir si les entreprises qui se souciaient de la réclamation client avaient également une prédisposition ou étaient disposées à mieux satisfaire leurs clients. Et on a, à travers quelques questions, et notamment une, qui était votre entreprise, pourriez-vous affirmer, ou êtes-vous d'accord avec l'affirmation, l'ensemble de votre entreprise est consciente que la réclamation est une opportunité. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette population d'entreprises qui était finalement assez ciblée était, comme par hasard, celles qui étaient également les plus orientées clients sur le baromètre mis en place par Dauphine. Donc là, il y a un clin d'œil. Pareil, parlerons-nous de causalité, parlerons-nous de corrélation. En tout cas, ce point-là n'était pas scruté dans cette étude. Mais en tout cas, on constate que les entreprises qui semblent avoir le plus d'intérêt porté à la réclamation client sont, comme par hasard, celles qui sont le plus orientées client. Et nous, on y voit forcément une rampe de lancement, une invitation aux entreprises de justement de se saisir de la réclamation client qui permet d'avoir peut-être une plus grande proximité et qui est un sujet très à la mode, une plus grande authenticité qui est également toujours dans l'ère de l'époque pour pouvoir justement transformer l'entreprise par une plus grande écoute de la relation et de la réclamation client en particulier. Plutôt bon signe dans ce cas. Plutôt bon signe. Alors, on va voir aussi si c'est plutôt bon signe chez Sodebo. On a un deuxième enregistrement avec Faustine Liard qui va nous parler d'orientation client. Un petit magnéto tout de suite. Lors du dernier baromètre des KPIs, donc en 2020, nous nous interrogions vraiment sur le niveau de maturité de notre organisation. On se situait en fait entre les classiques et les polyvalents. Aujourd'hui, on se retrouve complètement dans la catégorie des polyvalents. Et cela s'explique notamment par les reportings plus poussés que nous mettons en place depuis 2020 auprès des différents interlocuteurs en interne. Donc ça va de la direction aux équipes de production, mais également tous les services annexes comme la R&D ou même le service qualité. C'est vrai que chez Sodebo, la culture consommateur, elle est au cœur des objectifs d'entreprise depuis déjà plusieurs années. Et on a pour mission de diffuser cette culture consommateur au sein des différents interlocuteurs de l'entreprise. Cela passe par des outils de management visuel qui sont envoyés à toutes les équipes de manière hebdomadaire, mais aussi par des bilans un peu plus poussés tous les mois et adaptés à l'ensemble de nos interlocuteurs. Cette orientation consommateur nous fait monter en compétences au sein de l'équipe et cela, c'est en lien direct avec l'importance de l'orientation client qui est mise en avant dans l'étude du baromètre des KPIs. Concernant les canaux digitaux chez Sodebo, ils sont très utilisés. Donc on passe par Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi LinkedIn et depuis peu TikTok. Pour autant, on fait partie des 90% d'entreprises ayant répondu à l'enquête qui n'ont pas ouvert de canaux digitaux chauds comme le chat sur cette année. Ce n'est pas prévu pour le moment, mais ce n'est pour autant pas exclu en fait dans les années à venir. À ce jour, on se concentre vraiment sur la mise en place éventuelle de la téléphonie en ligne au sein de la cellule consommateur, directement via l'outil EasyWare que nous utilisons depuis maintenant 4 ans. Et cela nous permettrait en fait d'intégrer toute l'activité dans l'outil et de pouvoir être plus souple, notamment sur l'organisation du travail à distance. Nous continuons également de répondre aux différents besoins de nos interlocuteurs internes d'un point de vue reporting et indicateurs pour pouvoir diffuser cette culture consommateur au sein de l'ensemble de l'entreprise. L'idée est de trouver une organisation efficiente pour l'équipe tout en gardant le traitement des demandes consommateurs au cœur de notre mission et donc la satisfaction du consommateur tout en intégrant aussi une notion de fidélisation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite
Donc, c'était la deuxième partie du retour d'expérience de Faustine Liard, chargée relations consommateurs chez Sodebo. Catherine, je me tourne vers vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Oui, juste. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que nous, on avait vraiment une culture lecteur et qu'on était passé sur le lecteur client. Mais pour montrer que le service client n'est pas non plus simplement le prolongement du marketing et de l'offre, on a mis en place avec la DRH une information parce qu'on recrute sur certaines régions. Et donc, dans les réponses aux clients, on fait aussi l'information sur les offres de recrutement de Bayard. Donc, on est sur une autre logique et un autre contenu, tout comme on intervient pour la formation des nouveaux embauchés, pour un certain nombre de choses. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment pour diffuser. Et on n'est pas simplement sur la relation commerciale, mais aussi sur d'autres services et d'autres informations. C'est une sorte de service client 360. Bien. Il y a une grosse brique conseil, comme on le disait, de recommandations dans cette étude. C'est vraiment une boîte à outils, votre baromètre. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de se dire quelles recommandations pour quel niveau de maturité, je vois qu'il y a une question dans le chat qui demande de repréciser un peu la typologie. Est-ce vous pouvez repréciser un peu ce que veut dire une entreprise basique, une classique et une polyvalente? Bien sûr. Alors, a priori, dans les slides qu'on a montrés précédemment, on a montré ce qu'on mettait finalement derrière chaque groupe. Et donc, le découpage finalement des 3 groupes de maturité se fait vraiment sur la base des réponses qu'on a collectées. C'est-à-dire que sur les performances de l'entreprise en termes de DMT, de temps de réponse, de taux de one and done, de canaux proposés, de si l'entreprise propose du self-care ou non, etc. Donc, sur la base de toute une série de critères, on a vu finalement émerger 3 groupes différents. Certains, donc, les basiques, qui proposent très peu de canaux, qui mesurent peu ou très peu la satisfaction de leurs clients, qui ont également des performances sur le peu de canaux qu'ils proposent qui sont moins bonnes que les 2 autres groupes, sont dans la catégorie des entreprises les moins mûres. Les classiques, on en a parlé, c'est un groupe un peu entre deux, entre des entreprises qui assument une stratégie de proposer plusieurs canaux, mais moins que les polyvalents. Par contre, de vraiment bien assurer leur performance sur ces canaux dits plus traditionnels et qui sont quand même dans de la mesure de la satisfaction. Certaines proposent du self-care, d'autres non. Donc voilà, on est sur ou une maturité moyenne ou voilà une stratégie vraiment assumée de certaines entreprises. Et les polyvalents, là, on est sur les entreprises qui proposent le plus de canaux de communication à leurs clients. À 100% mesurent la satisfaction client après un contact. Ils sont 58% à proposer un canal chat, comparé à un 17% pour les basiques. Donc, vous voyez l'écart typiquement sur ce chiffre. Et qui sont les plus nombreuses à proposer une gestion omnicanal de la relation client personnalisée sans couture. On l'a vu sur le chat précédent, c'était 47%. D'accord. Donc, polyvalence oui, surtout la polyvalence, c'est un critère de maturité. On a vu que c'était pas le seul. Il y a l'omnicanalité aussi, il y a l'externalisation. Donc voilà, l'étude avait quand même une 50aine de questions, ce qui nous permet finalement d'avoir un nombre de critères assez important. Donc je laisserai les personnes se plonger dans l'étude pour vraiment découvrir les 3 groupes de maturité en détail et finalement comprendre en profondeur dans quel groupe se situer, dans quel groupe ils peuvent se situer. Et ils peuvent se situer entre 2 groupes. D'ailleurs, Sodebo l'a mentionné. C'est pas forcément rentrer exactement dans l'une des cases. On a compris que Catherine aussi C'était un peu pour eux. L'essentiel, c'est surtout de se nourrir de ces chiffres, de pouvoir se comparer entre guillemets si besoin, et après de voir où sont les axes d'amélioration et si les recommandations qu'on émet dans l'étude peuvent aider les entreprises à progresser dans la gestion de la relation client. C'est finalement ça qui nous préoccupe quand on publie l'étude avec la marque et Paris Dauphine. Donc, synthétiquement, maintenant, si on se penche sur le côté recommandations, oui. Selon le niveau de maturité, quelles sont-elles justement? Alors, on ne va pas tout dévoiler. Donc là, on vous en a mis une par groupe de maturité. Dans l'étude, il y en a 3 par groupe de maturité.
Donc, pour les basiques, on a surtout souhaité mettre en avant, et on en a discuté pour l'effet de la crise, les impacts de la crise dans la gestion de la relation client, autant que possible d'aller considérer l'année, les 18 mois qu'on vient de vivre, comme une opportunité d'aller challenger l'organisation et le pilotage de son service client pour aller finalement dans des périodes d'incertitude et de changement, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et d'aller voir comment on peut mieux s'organiser, dégager des ressources et prendre un peu de temps pour mieux mesurer. Parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir où on peut progresser et où sera la première petite étape gagnante, finalement. Pour les classiques, on en a là aussi pas mal parlé, mais vraiment, on pense que pour les classiques, l'axe d'amélioration principal, avant la polyvalence, c'est l'omnicanalité. C'est effectivement de gérer plusieurs canaux et de proposer plusieurs canaux. Alors, pas forcément une dizaine de canaux de communication, ça peut être seulement 3 ou 4, mais d'avoir une gestion centralisée de ces canaux de communication à l'échelle du service client. Et donc, typiquement, c'est d'être en capacité de recevoir les demandes clients par téléphone, formulaire web, mail ou chat au même endroit, sur la même interface, et d'être en capacité d'avoir cette vue 360 pour pouvoir avoir des réponses contextualisées et personnalisées. Et c'est vraiment ce qu'on défend finalement chez Easyware en général et dans cette étude. Et c'est d'avoir quelqu'un qui fait une demande par mail, qui trouve que ça ne va pas assez vite et qui fait un doublé par téléphone ou via un réseau social, et d'être en capacité de se dire, d'accord, c'est la même demande, je fusionne et je vais pouvoir ou rappeler directement la personne ou lui renvoyer un mail. En fait, c'est ça l'omnicanalité. C'est vraiment d'avoir de la fluidité à l'échelle de ces canaux de communication. Et pour les polyvalents, parce qu'on a toujours des axes d'amélioration pour les plus mûrs, c'est d'aller challenger le self-care. De ne pas penser que le self-care en 2021 se résume à une FAQ, qui plus à une FAQ dynamique. C'est déjà énorme pour les entreprises qui ne le proposent pas encore. Et c'est déjà beaucoup de maintenir une belle FAQ dynamique, mais on peut aller encore plus loin. Et pour les entreprises qui le peuvent, on recommande d'aller chercher vers les communautés d'assistance, finalement, qui peuvent être très, très puissantes quand on arrive à structurer une communauté d'assistance pour sa base client et à créer une dynamique où finalement, c'est encore une autre branche du self-care où on a de l'aide entre pairs et le service client est là dans de la modération, finalement. Très bien. Donc, si on doit résumer, prendre la crise comme une opportunité, travailler l'omnicanalité et enfin se pencher sur le self-care. Exactement. Tout à fait. Donc, on arrive bientôt au terme de cette restitution, de cette analyse du baromètre des KPIs version 2021. N'hésitez pas, vous reste encore quelques minutes pour poser vos questions. Si je me tourne maintenant vers vous, Marie-Louise, si on doit retenir un peu une chose de cette étude, laquelle serait-elle ? Je vais reprendre peut-être la notion, on a parlé de l'omnicanalité tout d'abord. J'aurais tendance à faire une comparaison avec la polyphonie corse en particulier. Je pense que l'objectif, c'est pas d'avoir un maximum de chanteurs. Je pense que c'est d'être en capacité de délivrer une belle harmonie et de faire en sorte que celle-ci soit optimale par rapport aux voix qu'on propose. Donc, voilà. Et il est vrai que sur de la polyphonie, il suffit d'une fausse note pour que tout l'édifice s'écroule. Donc, je pense que c'est vraiment un mixte extrêmement délicat à obtenir. Et puis, on parlait en ouverture de notions de confiance, d'espérance. Et c'est vrai qu'on travaille en ce moment sur une rencontre à venir. Et l'un des intervenants, alors que nous parlions d'exemplarité, me rappelait à quel point, alors lui est patron des pilotes d'essai d'Airbus, et il me disait que pour incarner, si je puis dire, et donner confiance justement à ses équipes, il y avait une chose à laquelle il avait toujours mis un point d'honneur, c'était d'accorder la même dignité à tous ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, et que ce soit sur le tarmac comme des clients chefs d'État. Et il disait combien justement cette humanité, alors il le disait pas comme ça parce qu'il parlait de lui, mais à quel point ça pouvait être important pour ses équipes. Et puis il y avait une autre astuce, une autre clé qui m'avait donné, qui avait été repris d'ailleurs, je crois que c'est Ferrari avec Toto, je ne sais comment il s'appelle, le patron de la F1, qui avait aussi cette astuce toute simple. Et là, Airbus, Ferrari, alors je ne sais pas si c'est l'industrie qui veut ça, mais
qui disait qu'il laissait toujours s'exprimer l'intégralité de l'équipe et qu'il était le dernier à prendre la parole. Et je pense qu'en ce moment, on a probablement besoin d'écouter les équipes, et je pense que les équipes ont vraiment des choses à nous dire, et d'être le dernier à prendre justement cette parole, c'est peut-être un moyen que celle-ci se libère. Et j'en finirai là dans ce que me disait Fernando, il y a aussi le temps de la réflexion. Donc cette nécessité que chacun puisse réfléchir, ce temps de la discussion où chacun puisse mettre en commun. Ensuite, il y a le temps de la décision, et là c'est au responsable, et c'est comme le nom l'indique, au chef, il est responsable de la décision qu'il prendra. Et ensuite, il y a le temps de l'action. Et une fois qu'on est dans le temps de l'action, il n'est plus temps de regarder en arrière, mais voilà, de respecter ce timing. Et c'est ce que me dit d'une certaine manière différents chiffres qui sont là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous faire espérer, mais il faut quand même être assez lucide. Je pense que les mois à venir risquent d'être un petit peu chahutés. Catherine, pour vous, l'apport de ce baromètre en tant que professionnel? Oui, je vois plutôt, effectivement, en tant qu'opérationnel aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous réagi de manière très intuitive en se basant sur notre connaissance de nos clients, en collectif, donc une réflexion, mais qui a été très rapide, et ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de se poser les questions inutiles. Très bien. Pierre, à distance, si on devait conclure sur ce baromètre 2021? Alors, le premier résultat qui m'a frappé, c'est que la maturité des entreprises n'est pas corrélée à la taille, qu'il s'agisse de l'effectif, du chiffre d'affaires ou même du nombre de conseillers. Autrement dit, quelles que soient ses ressources, une entreprise peut ambitionner de rejoindre le groupe des entreprises les plus matures. Et l'autre résultat qui m'a particulièrement frappé, c'est que les entreprises qui externalisent tout ou partie de leurs relations clients sont plus matures que les autres. Et là, je ne suis payé par personne pour le dire, mais il est clairement recommandé de s'appuyer sur des spécialistes pour gagner en maturité. Merci Pierre. Raphaël? Un dernier mot, même si on touche à la fin de l'émission. Je pense que rappeler qu'il faut aller au-delà des KPIs, qu'on ne mesure pas pour mesurer, mais on mesure pour se rendre compte, pour progresser. Et donc, on souhaite vraiment faire de l'étude un format actionnable en fait pour les entreprises, que ce soit un outil à la fois de décision et un outil opérationnel pour les équipes. Donc, c'est finalement conseiller à tous les professionnels de la relation client de prendre un peu de temps cet été pour prendre connaissance de l'étude, se poser, voir à quel point ça peut leur parler dans le contexte de leur entreprise et les aider pour aborder la rentrée dans les meilleures conditions. Donc, la lecture de l'été. La lecture de l'été, c'est ça. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. Ce baromètre 2021 sera accessible à tout le monde dès lundi, c'est ça? Tout à fait. Dès lundi, sur le site d'Easyware, téléchargeable via formulaire. Il sera automatiquement envoyé à l'ensemble des participants aujourd'hui. Évidemment, automatiquement envoyé à l'ensemble des participants et le replay dans le courant de la semaine prochaine. Merci Raphaël, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas pour nos visionnautes à distance et merci à Pierre Vol de s'être connecté durant cette émission. Nous étions donc en présence de Marie-Louise Julien de Lamarck, de Catherine Veillet-Michelet de Bayard et de Raphaël Béguinel d'Easyware pour restituer les enseignements de ce 6e baromètre des KPIs de la relation client. Donc le baromètre, pour rappel, très vite dans vos boîtes mail et le replay disponible dans quelques jours. Je vous dis moi à très vite sur Agora News Expérience Client et j'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao, ciao.